Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette troisième vidéo de notre série de tutoriels sur les mémoires de MasterMeth. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à la première partie de votre mémoire. Je vous rappelle qu'il s'agit de la partie dite théorique où on va présenter la thématique, son aspect problématique à partir d'un état de l'art. La partie empirique, donc la deuxième partie de votre mémoire, elle va exposer un peu la méthodologie de travail et elle va présenter aussi les résultats. Et finalement, la partie réflexive va un peu exposer les limites de la recherche et elle va présenter aussi l'analyse de la pratique professionnelle. La première partie compte plus ou moins une quinzaine de pages. Elle se compose de plusieurs chapitres, entre 3 et 5. Je vous rappelle que chaque chapitre compte plus ou moins entre 3 et 5 pages. Chaque chapitre se compose donc de plusieurs sections, en général entre 3 et 5. Donc, chaque section compte entre 1 et 2 pages. Chaque section se compose de plusieurs paragraphes. Il y en a un premier pour introduire un peu les sujets, entre 3 et 5 pour présenter les sujets, il y en a un pour conclure et un peu lancer la section qui suit. Chaque paragraphe présente un seul argument et se compose de plusieurs phrases qui doivent être cohérentes l'une avec l'autre. En général, je dirais que la structure de la première partie est un peu comme celle que vous voyez à l'écran. Donc, il y a écrit l'intitulé première partie, point, les titres, tout ça en majuscule. 1. Les titres du premier chapitre. 1.1, la première section. 1.2, la deuxième section. Et comme ça en suivant. Bien évidemment, on a dit qu'on peut avoir, par exemple, jusqu'à 5-6 chapitres dans la première partie. En général, je répète, c'est plutôt entre 3 et 5 chapitres. Et on peut avoir aussi plusieurs sections dans les mêmes chapitres, pas nécessairement 3, comme j'ai indiqué ici dans cette diapositive. Pour ce qui concerne l'organisation de la première partie, je vous conseille d'utiliser un peu une stratégie à entonnoir où on passe du général, donc du global, au particulier, donc le local. Je vous fais un exemple. Si par exemple la thématique de travail est l'inclusion scolaire, imaginons qu'un premier chapitre peut introduire la notion d'inclusion. Il s'agit là d'une approche plutôt philosophique et socio-anthropologique. Le deuxième chapitre sera par exemple consacré à l'histoire de l'inclusion scolaire, une approche globale, comparative. Le troisième chapitre à l'histoire de l'inclusion scolaire en France et le quatrième et dernier chapitre à l'inclusion scolaire en Martinique. Donc voilà une distribution des arguments un peu du global au local. Je vous fais un deuxième exemple, toujours sur la thématique de l'inclusion scolaire. Imaginons par exemple un premier chapitre sur les besoins éducatifs particuliers. Donc un argument très général. Un deuxième chapitre va sur l'inclusion scolaire en France, les cadres normatifs. Le troisième chapitre, l'exclusion scolaire en France, chiffres et statistiques. Imaginons maintenant un troisième exemple, toujours avec la même thématique, l'inclusion scolaire. Donc, premier chapitre, l'inclusion scolaire, histoire comparée d'un processus, donc une vision globale. Un deuxième chapitre consacré à l'inclusion scolaire en France, donc une vision plus nationale. L'inclusion scolaire dans l'outre-mer. Le quatrième chapitre, l'inclusion scolaire aux Antilles. Et le cinquième chapitre, l'inclusion scolaire en Martinique. Là aussi, on voit une structure à entonnoir. Comment organiser donc la structure de la première partie? Pour commencer, je vous invite à réviser ce qu'on appelle la littérature tertiaire, donc les encyclopédies spécialisées, les travaux de synthèse, les que sais-je. Ces types de travaux vous permettront de comprendre quelle est un peu l'importance de l'argument, quelles sont les thèses, les théories, les auteurs clés, les textes bien évidemment paradigmatiques, ce qui vous permettra de définir les sujets de chaque chapitre et après de définir le contenu de chaque section. Revenons par exemple à l'exemple numéro 1, qui était organisé en 4 chapitres. Regardons par exemple, il peut s'organiser cette première partie en 4 chapitres. La première, la notion d'inclusion, organisée en 2 sections. La première, exclusion, intégration et inclusion. Je me suis permis des titres un peu plus littéraires. Approche philosophique. Donc dans cette section, je vais présenter les 3 notions
à partir d'une littérature qui est fondamentalement philosophique, philosophie de l'éducation par exemple. Dans une deuxième section, les moi et l'autre, approche psycho-socio-anthropologique. Donc là, je vais privilégier autre type d'auteurs, des psychologues, des sociologues, des anthropologues, qui vont décrire un peu les dynamiques du moi et de l'autre. Le deuxième chapitre sera consacré à l'histoire de l'inclusion scolaire et une approche globale, donc une première section consacrée aux origines d'une notion, la deuxième section dédiée à la première moitié du XXe siècle, la troisième section, la deuxième moitié du XXe siècle, et la quatrième section, l'actualité. Le troisième chapitre sera consacré à l'histoire de l'inclusion scolaire en France, donc la première section jusqu'à la première moitié du XXe siècle, la deuxième section toute la deuxième moitié du XXe siècle et la troisième section l'actualité. Et le quatrième chapitre consacré à l'inclusion en Martinique sera organisé en trois sections, les premières avec des chiffres et des statistiques que je peux obtenir par exemple dans les administrations locales, au rectorat. La deuxième section, l'organigramme, là aussi sont des données que je peux obtenir facilement via les sites web des rectorats ou bien évidemment en contactant les responsables de certains départements. Et la troisième section, un peu une explication des dispositifs, des actions, des manifestations qui sont ou qui ont été mises en place. Voilà, donc c'est un exemple de comment on peut organiser la première partie. Revenons maintenant à l'exemple numéro 2, qui était organisé en trois chapitres. Les premiers consacrés aux besoins éducatifs particuliers, les deuxièmes au cadre normatif de l'inclusion scolaire en France et les troisièmes, les chiffres et les statistiques sur l'inclusion scolaire en France. Donc, le premier chapitre, les besoins éducatifs particuliers, organisé en trois sections. La première, les origines d'une notion controversée. La deuxième, une classification typologique, donc les handicaps, les non-handicaps, et à l'intérieur de l'handicap, il y a plusieurs types de handicaps. La troisième section, débat et perspective. Le deuxième chapitre peut être consacré donc à l'inclusion scolaire en France, les cadres normatifs. La première section de l'exclusion jusqu'à la fin du 19e siècle, 20e siècle, à l'intégration, donc toute la phase qui arrive pendant les années 70-80. La deuxième section vers l'école inclusive, donc là on va vers les années 2005-2015 quand il y a les premières lois sur l'inclusion scolaire. Et la troisième section dédiée à l'indifférence aux différences, à la valorisation des spécificités individuelles, donc une espèce de section dédiée, consacrée un peu au débat pour exposer un peu certaines théories, certains points de vue qui sont en conflit, en contraste l'un avec l'autre. Le troisième chapitre sera consacré à l'inclusion scolaire en France, chiffres et statistiques. Donc la première section, évolution d'une dynamique. Là par exemple je vais utiliser des données de l'INSEE, mais aussi du ministère, du département d'évaluation des politiques. La deuxième section, les disparités régionales. Là aussi, je vais utiliser des statistiques qui vont montrer un peu les différences à niveau des pourcentages d'inclusion dans les différentes académies, régions, départements de France. La troisième section sera dédiée aux performances de l'outre-mer. Je vous avoue qu'elles sont déjà décevantes, je vous annonce ça. Donc la bibliographie de votre première partie a l'objectif de soutenir, d'argumenter scientifiquement votre discours. Donc vous devez un peu faire dialoguer des opinions différentes. Si possible, je vous invite à travailler une section à la fois. Par exemple, regardons la section 3.1 des exemples précédents. Histoire de l'inclusion scolaire en France pendant la première moitié du XXe siècle. Dans cette section, je vais traiter exclusivement ça. Donc, je commencerai avec les premières années du XXe siècle et je terminerai avec les années 50. C'est une section, les lecteurs s'attendent à une section de caractère historique, donc c'est ça qu'on doit lui donner. Par contre, par exemple, la section 4.1,
L'inclusion en Martinique chiffres et statistiques devra être consacrée seulement à donner des informations de ce type, donc des chiffres et des statistiques sur l'inclusion scolaire en Martinique, et ne doit pas donner d'autres informations pour lesquelles on consacrera d'autres sections ou d'autres chapitres. Si possible, dans la constitution de votre première partie, privilégiez les bases de données et les revues spécialisées, donc une littérature vraiment scientifique. Et essayez de faire dialoguer, si possible, les classiques, donc les travaux paradigmatiques, les grands auteurs, avec les actualités de la recherche qui parfois euh, vont critiquer ou vont modifier certains préjugés, je dirais, des théories précédentes. Essayer de faire dialoguer aussi toutes ces sources avec les normes, les statistiques, les comptes rendus historiques. Donc, il s'agit voilà, de créer un travail polyphonique le plus possible. Pour apprendre à citer dans les textes, moi je vous conseille bien évidemment de lire de la littérature scientifique, mais de lire aussi des manuels de rédaction. Je vous conseille par exemple celui qui a été élaboré par certains enseignants de la TELUC, donc l'université canadienne, donc l'adaptation française des normes bibliographiques de l'American Psychological Association, qui vous montrera par exemple comment introduire un texte, une ressource bibliographique dans votre argumentaire. Je vous rappelle aussi que dans la première partie, on s'attend voilà, à une certaine richesse au niveau des illustrations. Bien évidemment, si l'illustration est du petit taille, donc moins d'une demi-page, elle peut aller dans les textes. Par contre, si elle occupe plus d'une demi-page, en général, elle devrait être remise en annexe. Bien évidemment, des exceptions sont toujours possibles. Je rappelle, par exemple, des tableaux ou des éléments qui sont vraiment essentiels pour la compréhension de la lecture. Les meilleurs amis d'un auteur, d'un écrivain, notamment en langue française, sont les connecteurs. Donc, je vous invite voilà, à télécharger d'Internet, à rechercher dans votre grammaire du collège et du lycée les modélisateurs qui permettent de se positionner par rapport à un propos et les connecteurs logiques qui permettent de relier des propositions en établissant un lien logique entre elles. Ça vous aidera beaucoup dans la rédaction et ça vous permettra d'éviter certaines redondances, certaines répétitions qui vont difficulter la lecture. Merci beaucoup donc pour votre attention. Je vous remercie donc d'avoir regardé ce tutoriel dédié à la première partie du mémoire de Master MEF et je vous dis au revoir pour les prochaines vidéos qui sera dédiées à la deuxième partie du mémoire de Master MEF. Merci beaucoup et au revoir.